As-tu peur de vieillir? Commentez une si oui, deux sinon. J'aimerais connaître ton avis. À l'âge de 84 ans, Al Pacino fait face à la solitude, à des pertes financières, à des choix de carrière qu'il regrette et à des controverses personnelles. Qu'est-ce qui a mené une si grande icône à ce point? Qu'y a-t-il derrière son aura glorieuse? Explorons cette histoire surprenante. Une enfance malheureuse. Al Pacino est né le 25 avril 1940 dans le quartier d'East Harlem, à New York. Ses parents, Rosa Girardi et Salvatore Pacino, étaient des immigrés siciliens essayant de bâtir une nouvelle vie aux États-Unis. Cependant, leur mariage ne dura pas longtemps. Lorsque Pacino avait 2 ans, son père quitta la famille pour travailler comme agent d'assurance en Californie, laissant sa mère élever seule les enfants dans le quartier pauvre du South Bronx. L'enfance d'Al Pacino fut difficile. Il fut élevé par sa mère et ses grands-parents maternels, Kate et James Girardi, qui avaient émigré de Corleone en Sicile, une ville qui deviendrait plus tard célèbre grâce au film Le Parrain. Malgré la pauvreté, Pacino fut rapidement inspiré par la passion de sa mère pour l'art. Sa grand-mère l'emmenait au théâtre pour voir des films, ce qui lui transmit très tôt un profond amour du jeu d'acteur, même s'il ne comprenait pas encore vraiment ce qui se passait à l'écran. Cependant, son enfance fut également pleine de tourments. Ses amis l'appelaient Sonny, en raison de sa personnalité fougueuse et de son goût pour repousser les limites. Dès son plus jeune âge, il commença à se livrer à des plaisirs malsains et à divers stimulants. L'école n'était pas une priorité pour Pacino. Il enfreignait souvent les règles, se battait, et fut finalement expulsé de plusieurs établissements avant d'intégrer la High School for the Performing Arts. Pensant que c'était l'endroit idéal pour explorer sa passion pour le théâtre, Pacino décida, à l'âge de 17 ans, d'abandonner ses études après une dispute avec sa mère au sujet de son avenir. Sans diplôme de fin d'études secondaires et sans emploi stable, Pacino passa sa jeunesse à errer. Il rejoignit un groupe de marginaux, dont certains finirent du mauvais côté de la loi. Les 3 amis les plus proches de Pacino, Cliffy, Bruce et Petey, moururent plus tard d'overdose. Mais une chose le sauva de ce destin tragique, le théâtre. C'était sa seule échappatoire à une réalité brutale. En 1962, alors que Pacino avait seulement 22 ans, sa mère mourut à l'âge de 43 ans, après des années de dépression. Moins d'1 an plus tard, son grand-père James, qu'il considérait comme un second père, décéda lui aussi. En l'espace d'1 an, les 2 personnes les plus importantes de la vie de Pacino disparurent à jamais. Ces pertes le plongèrent dans une profonde dépression. Des années plus tard, dans ses mémoires Sonny Boy, un surnom que sa mère lui donnait, Pacino écrivit « Si j'ai de la chance, peut-être que je reverrai ma mère quelque part. Tout ce que je veux, c'est être près d'elle et lui dire « Maman, regardez ce que je suis devenu. » Oh. De cette douleur naquit une détermination encore plus grande à suivre le chemin de la comédie. Mais le parcours fut loin d'être simple. Il accepta tous les petits boulots possibles pour survivre. Homme de ménage, serveur, facteur, assistant de livraison. Tout cela simplement pour pouvoir étudier l'art dramatique au HB Studio. À Greenwich Village, c'est là qu'il rencontra Charlie Laughton, qui devint l'un de ses mentors les plus influents. Cependant, les premières années de sa carrière furent marquées par une grande précarité. L'argent était toujours un problème. Il lui arrivait souvent de ne pas avoir de toit pour dormir, squattant les canapés de ses amis ou même dormant dans les théâtres. Au début des années 60, Pacino était si pauvre qu'il dormait parfois dans la rue lorsqu'il ne trouvait aucun refuge. Il acceptait n'importe quel rôle, aussi insignifiant soit-il, dans des productions théâtrales underground. Le tournant décisif arriva en 1968, lorsque Pacino joua dans la pièce The Indian Wants the Bronx de Israel Horovitz. La pièce devint rapidement un succès et lui valut un Obie Award du meilleur acteur. C'est ce rôle qui attira l'attention de Martin Bregman, un agent de talent qui l'aidera plus tard à obtenir des rôles emblématiques tels que Michael Corleone dans Le Parrain, Frank Serpico dans Serpico et Tony Montana dans Scarface. Son succès sur Broadway lui ouvrit des portes encore plus grandes. En 1969, il joua dans Does a Tiger Wear a Necktie et remporta le Tony Award du meilleur second rôle masculin. Cette notoriété attira l'attention du réalisateur Francis Ford Coppola lorsqu'il cherchait un acteur pour incarner Michael Corleone dans Le Parrain. 1972. Bien qu'il ne fût pas le premier choix pour ce rôle,
La persistance de Coppola permet à Pacino d'être sélectionné, et le reste appartient à l'histoire. Avec Le Parrain, Pacino devint l'un des plus grands acteurs de tous les temps. Le film le propulsa non seulement au rang de superstar, mais lui valut aussi sa première nomination aux Oscars. Depuis lors, Pacino a continué à bâtir sa légende avec une série de rôles marquants dans Serpico, 1973, Un après-midi de chien, 1975, Scarface, 1983, Heat, 1995 et The Irishman, 2019. Ce moment changea tout. Mais à partir de là, que deviendra sa vie? Va-t-elle prendre un tournant parfait? Entrée sur la piste de course. Des années de formation professionnelle ont permis à Pacino d'apporter une telle profondeur à ses rôles. Lee Strasberg l'avait formé à l'Actors Studio de New York, généralement considéré comme l'une des écoles de théâtre les plus prestigieuses au monde. Strasberg était un expert en technique de jeu. Il enseignait à ses élèves à puiser dans leurs émotions pendant l'interprétation. Pacino a plus tard déclaré que le temps passé avec Strasberg lui avait donné la confiance nécessaire pour se donner entièrement à ses rôles. Jouer Michael Corleone dans Le Parrain fut un voyage incroyablement difficile et exigeant pour Al Pacino. Aujourd'hui, tout le monde connaît la brillante performance qu'il a livrée. En 1972, pourtant, l'idée de le choisir faillit ruiner le projet. Paramount Pictures cherchait une célébrité rentable. Parmi les noms envisagés figuraient, entre autres, Jack Nicholson, Warren Beatty, Robert Redford et Ryan O'Neal. Le nom de Pacino était presque inconnu à l'époque. En plus de sa vaste expérience théâtrale, il n'avait qu'un seul crédit cinématographique. Cela ne suffisait pas, selon le studio. Il ne le voyait pas comme le protagoniste. Les idéaux hollywoodiens exigeaient une certaine taille. Et il voulait quelqu'un qui réponde à ce critère. Francis Ford Coppola, quant à lui, avait un avis différent. Sa confiance dans les capacités d'acteur de Pacino pour incarner Michael Corleone s'est renforcée après l'avoir vu à Broadway. Il avait perçu en Pacino quelque chose que les autres ne voyaient pas. La capacité à incarner la transformation de Michael, de héros de guerre innocent à chef mafieux impitoyable, est un exploit remarquable. Les allers-retours incessants avec le studio étaient la conséquence directe du refus de Coppola de céder. À un moment donné, Paramount donna un ultimatum à Coppola et fit passer un test à James Caan pour vérifier s'il pouvait jouer Michael. Pour que Pacino reste dans le rôle, il fallait que Caan interprète Sonny Corleone. La production avait déjà commencé, mais cela n'avait pas convaincu le studio. Ils exigeaient son renvoi dès qu'ils virent les premières images de ces scènes. Prenant rapidement conscience qu'il devait prouver la valeur de Pacino, Coppola décida de filmer la scène du meurtre au restaurant avant même de l'avoir planifiée. C'était un événement capital. Ce fut la première véritable entrée de Michael dans le monde souterrain de la mafia. Dès que les dirigeants de Paramount virent cette scène, tout changea. Enfin, ils comprirent ce que Coppola voyait depuis le début. Au-delà de son talent évident, Pacino laissa une impression impérissable. La place de son personnage dans le film fut définitivement assurée à ce moment-là. Après avoir accepté ce rôle, sa vie changea radicalement. Bien que beaucoup estimaient qu'il aurait dû être nommé pour le prix du meilleur acteur dès le début, sa performance fut tellement impressionnante qu'il reçut une nomination comme meilleur second rôle. Sa décision de ne pas assister à la cérémonie fut une forme de protestation contre ce qu'il considérait comme une tentative de le rabaisser. Quoi qu'il en soit, sa carrière prit de l'ampleur malgré cette perte. Al Pacino devint un nom familier grâce à Le Parrain, qui rapporta plus de 250 millions de dollars, remporta l'Oscar du meilleur film et avait un budget inférieur à 6 millions. Son interprétation de Michael fut saluée pour sa passion contenue et sa capacité à transmettre une immense charge émotionnelle avec un simple regard. L'un des moments les plus emblématiques du film est le regard terrifiant qu'il affiche en entrant dans le restaurant. Pourtant, le chemin fut loin d'être facile. Ce n'est que plus tard que Pacino avoua avoir été terrifié pendant le tournage. Il était soumis à une énorme pression. La menace constante d'être renvoyé l'empêchait de se concentrer. Pire encore, il se blessa gravement au pied en tournant une scène de fuite. Il dut recevoir des injections pour supporter la douleur atroce. Curieusement, sa première réaction face à cette catastrophe fut un soulagement. Il croyait qu'il serait licencié, ce qui lui semblait moins pénible que de continuer à prouver sa valeur. Coppola remarqua que Pacino traversait une période difficile et fit de son mieux pour l'aider. En réalisant qu'il avait besoin de plus de temps pour s'asseoir et se recentrer, il reprogramma certaines scènes.
Il soutint aussi Diane Keaton, qui jouait la coprotagoniste aux côtés de Pacino, et lui offrit un soutien émotionnel durant le tournage. Grâce à elle, l'ambiance fut allégée, et il trouvait souvent le moyen de rire après des scènes éprouvantes. Pacino dira plus tard qu'il n'aurait peut-être pas réussi sans la foi que Coppola avait placée en lui. Dans Serpico, sorti en 1973, Pacino incarne Frank Serpico, un officier de police de haut rang du NYPD qui dénonça la culture de corruption du département. Pour se préparer à ce rôle, Pacino passa du temps avec le vrai Serpico, étudiant chacun de ses gestes et de ses intonations. Il voulait ressentir ce que cela faisait de confronter ses supérieurs et de vivre cette écrasante solitude. Les problèmes commencèrent dès le début, peu avant le tournage. Lumet remplaça Changshe Abelson, initialement prévu comme réalisateur. Le tournage eut lieu dans les rues de New York pendant l'été 1973. Une atmosphère intense émergea du mélange entre le style de réalisation rapide de Lumet et la chaleur écrasante. En plus de sa nomination aux Golden Globes, Pacino fut aussi nommé aux Oscars. Bien que le film n'ait disposé que de quelques millions de dollars, il rapporta près de 30 millions au box-office. Avec le temps, Serpico devint une référence du film policier, et la performance de Pacino fut, et reste, parmi ses meilleures. Avec la sortie de Scarface en 1983, Pacino obtint l'un de ses rôles les plus iconiques à ce jour. L'acteur interpréta Tony Montana, un exilé cubain devenu une figure de premier plan dans le trafic de drogue à Miami. Le réalisateur Brian De Palma et le scénariste Oliver Stone s'inspirèrent du célèbre film de 1932. Mais le film fut adapté pour refléter la violence et l'exubérance de cette décennie. Tony Montana est un personnage intransigeant, ambitieux et cruel. Sa détermination à atteindre ses objectifs est évidente dès qu'il pose le pied sur le sol américain. En s'immergeant dans le rôle, Pacino donna vie à la personnalité de Tony. Il prépara minutieusement chacun de ses gestes, depuis son accent jusqu'à sa manière de tenir une arme. Lors d'une scène, il saisit accidentellement le canon du fusil, ce qui lui provoqua une grave brûlure à la main. Malgré le retard causé par cette blessure, son dévouement à donner de la véracité au personnage fut évident. Les critiques soulignèrent rapidement les problèmes du film à sa sortie. Elle portait principalement sur la cruauté excessive et l'abus de langage vulgaire. Certaines scènes durent être retournées à Los Angeles à cause des protestations de la communauté cubaine de Miami concernant la représentation des immigrés. Scarface parvint néanmoins à attirer le public malgré la controverse. En plus de devenir un film culte, il permet de récolter 66 millions de dollars dans le monde entier. L'ascension et la chute de Tony Montana constituent une mise en garde contre les dangers du pouvoir et de la cupidité. Plusieurs répliques sont devenues légendaires, dont « Dis bonjour à mon petit ami ». Par ailleurs, l'influence du film s'est étendue à divers domaines de la culture populaire, du hip-hop aux jeux vidéo. Avec le temps, Scarface fut reconnu comme l'un des meilleurs films de gangsters de tous les temps, ce qui n'a pas toujours été le cas. Succès et controverse. Un personnage bien différent a été interprété par Pacino dans le film Parfum de femme, sorti en 1992. C'est pour ce rôle qu'il a finalement reçu l'Oscar du meilleur acteur. Il y incarne le lieutenant-colonel Frank Slade, un vétéran aveugle et amer de l'armée, qui passe un week-end avec Charlie Sims, un jeune lycéen interprété par Chris O'Donnell. Le film retrace leur voyage, durant lequel Slade transmet à Charlie sa sagesse sur la vie, tandis que ce dernier lutte en silence contre ses ténèbres intérieures. Pour se préparer à ce rôle, Pacino a porté des lentilles opaques afin d'entraver sa vue. Même hors caméra, il se déplaçait avec une canne pour rendre sa cécité plus crédible. Grâce à son interprétation, mêlant comédie et gravité, le personnage de Slade est devenu l'un des rôles les plus marquants de sa carrière. L'une des scènes les plus célèbres du film est celle du tango, où Slade, bien qu'aveugle, mène parfaitement une jeune femme dans une danse magistrale. En 1983, lors de la sortie en salle de Scarface, le film a suscité une vive controverse. Ses critiques l'ont attaqué pour sa violence extrême, l'usage constant d'un langage vulgaire, et ce qu'il percevait comme une glorification de la culture de la drogue. La scène avec la moto, qui intervient seulement 20 minutes après le début du film, a choqué les spectateurs. Certaines personnalités, comme les écrivains Kurt Vonnegut et John Irving, ont même décidé de boycotter la projection. Mais la controverse ne s'est pas arrêtée là. Un grand nombre d'immigrants cubains vivant à Miami ont manifesté
affirmant que le film les dépeignait à tort comme des trafiquants de drogue et des criminels. Ils ont déclaré que cela contribuait à perpétuer des stéréotypes négatifs, donnant ainsi une image injuste de leur communauté comme étant le visage du trafic de drogue à Miami. Les connaisseurs d'Hollywood avaient prévu les problèmes potentiels. L'acteur qui jouait le meilleur ami de Tony Montana, Steven Bauer, aurait été averti par Martin Scorsese que le film serait mal reçu à Hollywood, car il exposait la corruption de l'industrie. Pourtant, ce fut un immense succès, engrangeant plus de 134 millions de dollars au niveau mondial, pour un budget total de 31 millions de dollars. L'interprétation de Pacino fut largement saluée, et la réplique de son personnage, Hua Zrenia, est devenue instantanément reconnaissable. Son triomphe aux Oscars était attendu depuis longtemps. C'était une récompense décernée à un acteur ayant déjà offert certaines des plus grandes performances de l'histoire du cinéma. Le film a connu une seconde vie au fil du temps. Il est devenu un film culte, notamment dans les communautés hip-hop et latino, où Tony Montana est perçu comme un symbole d'ambition et de défi à travers la musique. Cette montée en popularité n'a fait qu'alimenter davantage la controverse. Scarface était-il un avertissement contre les excès, ou était-il devenu l'incarnation même de ce qu'il dénonçait? Encore aujourd'hui, le débat continue. Preuve que certains films ne perdent jamais leur influence. Plusieurs années plus tard, Pacino a tenu un autre rôle controversé dans le film Paterno, sorti en 2018 sur HBO, qui portait sur le scandale des abus sexuels à l'université de Penn State. Le film se concentrait sur une période cruciale de 2 semaines en février 2011, lorsque Joe Paterno, une légende du football américain, avec plus de 400 victoires à son actif, a vu sa réputation s'effondrer. Jerry Sandusky, son ancien assistant, avait été arrêté pour abus sexuels. Il a ensuite été condamné à une peine de 30 à 60 ans de prison. Le film posait une question troublante. Jusqu'à quel point Paterno était-il au courant? Pacino incarnait un homme tiraillé entre son empire sportif et une controverse grandissante. Dans une des scènes, Paterno se remémore un rapport déposé en février 2000 un par un, entraîneur adjoint, ayant été témoin d'un abus commis par Sandusky. Paterno a alerté les responsables de l'université, mais il n'a jamais assuré de suivi. Ce choix a éclipsé tout ce qu'il avait bâti. Les critiques ont salué la capacité de Pacino à représenter le conflit intérieur de Paterno, mais le film lui-même a divisé le public. Alors que certains voyaient en Paterno un bouc émissaire, d'autres estimaient qu'il avait gravement failli. Le film a été contesté par plus de 300 de ses anciens joueurs qui affirmaient qu'il portait atteinte à son héritage de manière injuste. Paterno est décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 85 ans, quelques mois seulement après avoir été démis de ses fonctions à Penn State. Ce film ne racontait pas une simple histoire. Il obligeait les spectateurs à se demander si Paterno était coupable par inaction ou prisonnier d'un système qui a failli à tous. En février 2013, Pacino a interprété un autre rôle controversé dans le téléfilm Phil Spector, également produit par HBO. Ce documentaire explorait la vie du célèbre producteur de musique, connu autant pour ses innovations sonores dans les années 60 que pour sa vie personnelle excentrique. Lana Clarkson, une actrice, a été retrouvée morte à son domicile en février 2003, et Spector a été soupçonné de l'avoir tuée. La relation entre Spector et son avocate Linda Kenny Baden, interprétée par Helen Mirren, qui mettait en doute la possibilité d'un procès équitable, constituait l'axe principal du téléfilm. Contrairement à la majorité des drames judiciaires, Phil Spector ne se focalisait pas sur les affrontements juridiques. Il montrait plutôt un homme incapable de reprendre le contrôle de son propre récit. Était-il un génie incompris? Ou bien incarnait-il exactement les stéréotypes que le monde avait forgés à son sujet? Le film n'a jamais donné de réponse définitive, laissant le public dans le même flou que lors de la couverture médiatique initiale de l'affaire. Dans la vie réelle, Pacino devait faire face à ses propres drames, loin des projecteurs. Drame de la vie réelle. En février 2011, Al Pacino, l'une des plus grandes icônes d'Hollywood, découvrit qu'il avait perdu 50 millions de dollars, une somme qu'il avait durement gagnée au cours de plusieurs décennies de carrière cinématographique. Le responsable de cette perte terrible était Kenneth Starr, son comptable et conseiller financier de longue date, qui avait mis en place un système de Ponzi sophistiqué ayant escroqué plusieurs grandes stars de l'industrie du divertissement. Starr
était connu comme l'un des meilleurs conseillers financiers d'Hollywood, gérant l'argent de nombreux acteurs, réalisateurs et producteurs célèbres. Grâce à son apparence digne de confiance et à sa vaste expérience, il avait gagné la confiance de Pacino ainsi que celle de nombreuses autres personnalités fortunées. Pendant des années, Pacino lui avait confié l'intégralité de ses finances, ignorant que l'argent qu'il pensait en sécurité dans un compte d'investissement était en réalité détourné pour financer le train de vie somptueux de l'escroc. Au moment de l'effondrement du système de Ponzi de Star, Pacino profitait de longues vacances en Europe. À son retour aux États-Unis, il ne s'attendait pas à recevoir l'un des plus grands chocs de sa vie. En une seule nuit, la fortune qu'il avait mis tant d'années à bâtir avait disparu sans laisser de traces. Star fut arrêté et condamné à 7 ans de prison pour fraude financière. Mais cela n'aida en rien Pacino à récupérer l'argent perdu. Il se retrouva soudainement au bord de la faillite, une perspective qu'il n'avait jamais envisagée. Pacino avait gagné des millions de dollars par film et menait une vie luxueuse, digne d'une star de première catégorie. Mais désormais, à plus de 70 ans, il devait faire face à une réalité difficile. Il n'avait plus assez d'argent pour maintenir son mode de vie d'autrefois, encore moins pour assurer un avenir financier à lui-même et à sa famille. N'ayant pas d'autre choix, Pacino fut contraint de revoir entièrement sa stratégie de carrière. Il se mit à accepter des projets qu'il n'aurait jamais envisagés auparavant, non pas par passion, mais par nécessité financière. L'une des décisions les plus controversées de Pacino durant cette période fut sa participation à la comédie Jack and Jill 2011, un film vivement critiqué qui remporta plusieurs Razzie Awards. Pacino y jouait le rôle principal, non pas dans un rôle sérieux comme à son habitude, mais dans une version hyper sexualisée de lui-même. Il admit plus tard avoir accepté ce rôle par besoin financier. En plus de jouer, Pacino participa également à des conventions, donna des conférences rémunérées et apparut même dans quelques publicités, ce qu'il avait rarement fait auparavant. Tout cela fut fait dans le seul but de récupérer les finances perdues. Il appela un jour cette période une réunion juridique folle, un combat non seulement contre ses finances, mais aussi contre son orgueil et sa réputation. Mais Pacino ne perdit pas espoir. Il comprit qu'il devait s'adapter, être fort pour surmonter ce choc. Êtes-vous? Que pensez-vous de cette histoire? Si vous étiez à la place d'Al Pacino, que feriez-vous après avoir perdu une somme aussi énorme? Partagez vos réflexions. Dévouement à la profession. La passion d'Al Pacino pour le métier d'acteur ne se limite pas à incarner des personnages à l'écran. Il n'est pas seulement un acteur, mais aussi un véritable amoureux de l'art, un homme en quête constante de sens à travers le jeu. Pour Pacino, jouer n'est pas simplement un travail, mais un voyage de découverte de l'humanité, de la vie, des philosophies profondes cachées dans chaque ligne de texte, chaque regard et chaque geste du personnage. Cette motivation l'a poussé à passer derrière la caméra, devenant réalisateur avec le désir d'explorer plus profondément le 7e art. Pacino a toujours été fasciné par l'analyse des personnages et par la manière dont une pièce ou un film peut transmettre des émotions et des messages au public. Son amour pour les arts de la scène a non seulement fait de lui l'un des plus grands acteurs de tous les temps, mais l'a également poussé à s'essayer à la réalisation. Le premier grand projet de Pacino en tant que réalisateur fut Looking for Richard en 1996. Ce n'était pas un film traditionnel, mais un mélange unique de documentaires, de théâtre et de voyages artistiques personnels. Il voulait montrer pourquoi William Shakespeare, le plus grand dramaturge de l'histoire, reste pertinent et influent, même plusieurs siècles après sa mort. Dans Looking for Richard, Pacino choisit Richard III, l'une des pièces les plus célèbres de Shakespeare, comme sujet d'analyse. C'est une histoire de pouvoir, d'ambition et de manipulation, des thèmes intemporels. Pacino croyait que Shakespeare ne s'adressait pas uniquement aux universitaires ou aux amateurs de théâtre classique, mais qu'il pouvait également toucher un public moderne, à condition d'être présenté de la bonne manière. Le film alterne différents styles. Il présente des scènes théâtrales soigneusement mises en scène de Richard III avec Alec Baldwin, Winona Ryder et Kevin Spacey, propose des entretiens avec des universitaires renommés et des acteurs chevronnés comme Kenneth Branagh et Vanessa Redgrave, ayant une longue expérience des œuvres de Shakespeare. Mais surtout, Looking for Richard n'est pas seulement un documentaire, c'est aussi un voyage de découverte pour Pacino lui-même. Il y joue les rôles de narrateur, d'élève,
de débatteurs et d'expérimentateurs de nouvelles approches pour rendre Shakespeare plus accessible et attrayant pour un public plus large. Le film a reçu des critiques élogieuses et a remporté l'Oscar de la meilleure réalisation dans un documentaire en 1997. Le critique Peter Travers du magazine Rolling Stone l'a décrit comme une aventure brillante et divertissante, passionnément dédiée à l'art. 4 ans après le succès de Looking for Richard, en février 2000, Pacino est revenu à la réalisation avec Chinese Coffee. Contrairement à ses projets précédents, Pacino ne s'est pas concentré sur Shakespeare ou sur l'histoire littéraire, mais sur une histoire plus intime, psychologiquement et émotionnellement puissante. Le film est une adaptation de la pièce du même nom, écrite par Ira Lewis, que Pacino avait joué sur scène en 1992. Il se concentre sur 2 hommes d'âge moyen, Harry Levin, interprété par Pacino lui-même, un écrivain en difficulté, et Jake Mannheim, Jerry Orbach, un photographe. Les 2 hommes passent la nuit dans une petite pièce de Greenwich Village en 1982, discutant de leur vie, de leur carrière, de leur amitié et de leurs regrets. Sans grands moyens techniques, sans rebondissement dramatique. Chinese Coffee est un film centré entièrement sur le jeu d'acteurs et les dialogues. Bien que le film n'ait pas reçu une large attention, ceux qui l'ont vu ont salué son authenticité et sa profondeur. Il a été présenté en avant-première au Festival du film de Telluride, puis au Festival du film de Tribeca. Mais ce n'est qu'en février 2007, lorsqu'il est sorti en DVD dans le coffret Pacino, An Actor's Vision, qu'un public plus large a pu le découvrir. En plus de la réalisation, Pacino a consacré plusieurs années à former la prochaine génération d'acteurs. En février, il est devenu coprésident de l'Actors Studio, aux côtés d'Ellen Burstyn et Harvey Keitel. Il ne s'agit pas simplement d'une école d'art dramatique, mais d'un lieu emblématique, où des légendes telles que James Dean, Marilyn Monroe, Paul Newman et Jack Nicholson ont été formés. C'est là que Pacino a étudié sous la direction de maîtres comme Lee Strasberg et Charlie Laughton. Il a toujours affirmé que l'Actors Studio avait changé sa vie, l'aidant à devenir l'artiste qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il poursuit ce travail en transmettant son expérience précieuse aux jeunes acteurs. Dans ses ateliers et discussions, Pacino enseigne non seulement des techniques de jeu, mais incite aussi les élèves à s'intéresser à la littérature, à la philosophie et à la compréhension des émotions humaines. Pour Pacino, jouer ne consiste pas simplement à lire des répliques et exprimer des émotions, mais c'est une manière de comprendre la vie, d'explorer soi-même et le monde qui nous entoure. Malgré des relations marquantes avec Diane Keaton, Beverly D'Angelo et Kathleen Quinlan, il est resté célibataire toute sa vie. Vie personnelle. Bien qu'il soit l'un des acteurs les plus emblématiques de sa génération, Pacino ne s'est jamais marié. Dans ses mémoires publiées en février 2024, Pacino a révélé qu'il n'avait jamais considéré le mariage comme une nécessité dans la vie. Il l'a même qualifié de billet d'entrée pour le train du malheur, reflétant clairement ses opinions sur l'engagement. Les vues de Pacino sur l'engagement étaient profondément influencées par ses peurs. Bien qu'il ait eu de nombreuses relations importantes, aucune d'entre elles n'a changé sa perspective. L'une de ses histoires d'amour les plus célèbres fut avec l'actrice Diane Keaton. Ils se sont rencontrés pendant le tournage du film Le Parrain, 1972, où il incarnait Michael Corleone et Keaton jouait Kay Adams. Elle s'était attirée par le charme de Pacino, mais aussi par son mystère. Leur relation a duré de nombreuses années, de manière intermittente, mais en 1990, Keaton ne pouvait plus supporter cette situation. Lors du tournage du 3e volet du Parrain, elle donna un ultimatum à Pacino, s'engager ou partir. Pacino refusa, et Keaton s'en alla, mettant fin à l'une des histoires d'amour les plus mémorables d'Hollywood. Une autre relation sérieuse fut avec Kathleen Quinlan. Ils se sont rencontrés en 1979, lors d'une fête organisée par le célèbre professeur d'art dramatique Lee Strasberg. Les deux étaient inséparables pendant des années, voyageant même ensemble à travers l'Europe. Pacino a ensuite admis que Quinlan était la personne avec qui il s'était le plus approché du mariage. Mais il s'est finalement rétracté, une décision qu'il a toujours regrettée. Bien qu'il ne se soit jamais marié, la paternité s'est restée un aspect important de la vie de Pacino. En juin 2023, à l'âge de 83 ans, il a accueilli son 4e enfant, un petit garçon prénommé Romain. La nouvelle a surpris beaucoup de monde, d'autant plus qu'il avait demandé un test ADN, ne croyant pas pouvoir encore avoir des enfants à son âge.
Lorsque les résultats ont confirmé que Roman était bien son fils, Pacino a rapidement embrassé à nouveau la paternité. La mère de Roman est Noor Al-Fallah, une productrice de cinéma âgée de 29 ans. Leur relation a commencé en 2020 pendant la pandémie, mais n'a été rendue publique qu'en avril 2022. Leur différence d'âge de 54 ans a suscité beaucoup d'attention. Toutefois, Al-Fallah est connu pour avoir eu des relations avec des hommes plus âgés, notamment Mick Jagger et Clint Eastwood. Bien que Roman soit le premier enfant d'Al-Fallah, Pacino a déjà 3 enfants, des jumeaux, Anton James et Olivia Rose, nés en février 2001 avec l'actrice Beverly D'Angelo, ainsi que sa fille aînée, Julie Marie, née en 1989 avec la coach d'acteur Jeanne Tarrant. Avoir un autre enfant à l'âge de 83 ans a bouleversé la vie de Pacino. Ayant grandi sans père, son père l'ayant abandonné dans son enfance, il était déterminé à ne pas reproduire ce schéma. Malgré sa séparation avec Al-Fallah, Pacino est resté présent dans la vie de Roman. Il appelait régulièrement son fils en visioconférence et jouait même de l'harmonica avec lui, témoignant d'un amour paternel profond. À 84 ans, Pacino continue de travailler dans l'industrie du cinéma. En 2021, il a tenu un rôle majeur dans le film House of Gucci. Ses projets à venir montrent que sa passion pour le métier d'acteur reste intacte. L'un de ses films les plus attendus est Maudit, un long métrage sur le peintre italien Amedeo Modigliani, réalisé par Johnny Depp. Le film raconte 3 jours intenses de la vie de Modigliani, alors qu'il lutte avec son art et ses démons intérieurs. En outre, Pacino tient également un rôle dans le film d'horreur The Ritual, dont la sortie est prévue pour le 18 avril 2025. Ce film est basé sur l'histoire vraie de l'exorcisme d'Emma Schmidt, suivant 2 prêtres confrontés à leur passé lors de rituels d'exorcisme dangereux. D'autres projets, tels que Billy Knight et Killing Castro, confirment que Pacino n'a pas l'intention de prendre sa retraite. Pour lui, le métier d'acteur n'est pas seulement une carrière, mais un salut qui lui a permis de traverser les périodes les plus difficiles de sa vie. Il a un jour affirmé que le jeu d'acteur lui avait sauvé la vie, une déclaration qui montre son amour profond pour le 7e art. En 2020, Pacino a vécu une expérience de mort imminente. Lors d'une maladie, il a perdu son pouls et a dû être médicalement réanimé. Cette épreuve a changé à jamais sa vision de la vie. Il a ensuite déclaré qu'il ne croyait pas en l'existence d'une vie après la mort. À 84 ans, Pacino est toujours actif, toujours un père dévoué, et continue de réfléchir à tout ce qu'il a vécu. Il n'a jamais suivi un chemin traditionnel, mais cela ne l'a jamais empêché de mener une vie passionnée et pleine de sens. Que ce soit à l'écran ou dans la vie réelle, Al Pacino demeure l'un des personnages les plus fascinants d'Hollywood, une icône immortelle de l'art cinématographique. Que pensez-vous des opinions d'Al Pacino sur le mariage et l'engagement? Une vie de célibat est-elle un meilleur chemin pour les artistes comme lui? Partagez vos